Salut! Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, comment ça va? comme une rentrée, ça va Comme bien. une, comme donc une bien, rentrée. donc Comme une- bien. Bon, si la rentrée va, tout va. Alors, c'est reparti pour les lives. Je suis très content de pouvoir reprendre ça, là, après une petite coupure, une bonne coupure même. Donc, j'espère que votre rentrée se passe plutôt bien pour tous qui êtes là aujourd'hui. J'avais prévu de parler d'un thème en particulier, un peu comme à chaque fois, un petit peu l'idée du thème un peu du jour et surtout pouvoir répondre à vos questions, à vos situations. Donc déjà, pour savoir s'il y a des personnes qui ont des questions en particulier, j'en ai eu aussi sur le groupe que vous souhaiteriez aborder aujourd'hui. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, au sujet de l'obligation de se faire vacciner qui, qui est mis en place pour les professionnels de santé. Et apparemment, moi j'ai appelé mon assurance, apparemment ça pourrait être le cas aussi pour nous d'ici le mois d'octobre. Est-ce que vous avez, vous, des infos en tant qu'hypnothérapeute, pardon? Il y a d'autres gens qui font autre chose dans la vie. Moi, là-dessus, j'ai pas d'informations particulières. Après, de toute façon, on va pas se mentir, vu la politique actuelle, l'obligation vaccinale, ça va être difficile d'y couper au fur et à mesure, à Ouais, partir du moment où on reçoit du public. Donc là-dessus, je me garderais bien de donner que ce soit un avis ou un conseil, parce que comme les choses bougent beaucoup, ouais. je pars du principe qu'on on a une liberté, et une responsabilité personnelle et qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Hum, hum, hum. Mais après, Donc, si c'est pas à exclure qu'il y ait quelque chose qui tombe et qui dise, crac, il faut se ok. faire vacciner si vous recevez du public en tant que professionnel de l'accompagnement. Ça, ce sont des choses qui sont possibles. Bah oui, oui. Donc j'attends. Ok. Bon, bah écoutez, j'attends d'avoir les infos. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou d'autres sujets que vous aimeriez aborder aujourd'hui? On a une petite heure ensemble, donc allez-y, dites-moi les autres. On a Julien, Marcella, Valérie, Fabienne. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais je vais quand même parler. Vas-y. Non, non, mais en fait, non, je viens juste de lire le thème du live. Et comme c'est procrastination et s'organiser, si je me trompe pas, c'est enfin Autodiscipline, on va dire. motivation, ouais, à autodiscipline. Voilà, ben, en fait, ça tombait super bien parce que c'est un peu mon problème là tout de suite du moment depuis la semaine de la rentrée. Donc voilà, juste commenter en fait que ça tombait pile sur peut-être le genre de thème que j'allais voilà, peut-être que je Ça vais peut avoir être d'autres choses qui viennent. Du coup, ça peut être très très intéressant de peut-être partir d'un cas concret, c'est-à-dire le tien, éventuellement, même si on n'est pas en workshop sur le révélateur, mais de toute façon, je pense qu'on a tous cette problématique de l'autodiscipline. En tout cas, moi, j'ai peut-être une croyance qui est erronée, mais en tout cas, c'est la mienne, qui dit que on a tous une tendance naturelle à aimer bien notre petit confort, à pas se contraindre et à se sentir libre de faire à peu près ce que l'on veut à n'importe quel moment. Je pense qu'on a tous ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais Si, totalement. je pense qu'on a tous un peu une tendance naturelle à ça. Est-ce que tu préfères te contraindre à faire quelque chose quand bien même c'est dans un but vertueux, ou est-ce que tu préfères te laisser couler, même si ça participe pas à grand-chose? On va souvent avoir tendance à choisir la deuxième option de Ouais. manière instinctive. Donc l'autodiscipline, effectivement, c'est une problématique que l'on rencontre très fréquemment chez les entrepreneurs. Donc je parle d'entrepreneurs ici, hein, quand même vous êtes tous des accompagnants, vous êtes avant tout des entrepreneurs, hein. C'est un discours que j'essaye de tenir, de répéter, répéter, répéter pour bien qu'on se le mette en tête. Et cette discipline, elle est liée, ce problème d'autodiscipline et de procrastination, selon vous, elle est liée à quoi? Euh, j'essaie de répondre. Ouais, pourquoi ce problème? Je sais pas, moi, je pourrais pas vraiment dire c'est lié à quoi, mais peut-être qu'il peut y avoir de la peur, je suppose, parce que de toute façon, entre le confort de chez soi et enfin, le confort de pas se mettre en mouvement et le risquer quelque chose, enfin, en fait, il n'y a pas risqué, aller organiser, aller prendre des actions, je sais pas, organiser des workshops, je pense à des cas concrets. Bien sûr. Euh, il peut y avoir peut-être entre les deux une petite peur, parce que je vais utiliser le mot risqué par exemple, et en fait on risque pas grand-chose, on risque pas on risque rien concret au niveau de notre santé physique. Mhm.
Oui, mais il y a une notion de peur quoi, dans ce que j'entends. Voilà, exactement. Et la notion de peur est là quand même. Une C'est-à-dire que peur de quoi? Peur de l'échec, peur de pas y arriver, peur d'être jugé, peur de… oui, il y a peur de perdre du temps aussi, peut-être peur de l'argent. Si jamais, je sais pas, on loue une salle, on organise un truc et il y a personne qui vient. Peur de se Ouais. ridiculiser, je suppose. Ouais, il peut y Ouais, avoir. et c'est là que tu touches un point qui est fondamental et que j'aborde très très souvent. C'est justement cette notion de ce que je fais, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Et il faut que ça soit utile et que ça marche pour que je me mette en mouvement. Et ça, je le rencontre très, 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 très souvent, que ce soit dans les coachings ou même chez les membres du révélateur, ou des gens qui me posent des questions, qui m'envoient des emails, ça revient très souvent, c'est je veux être sûr que ça va marcher. Le problème, c'est qu'avec l'objectif ou la perspective du résultat positif, on se coupe de tout ce que le chemin, de tout ce que la mise en place va nous permettre d'apprendre, d'expérimenter, de tester. Et bien sûr qu'on peut maximiser les chances que ça fonctionne. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? C'est que dès que je fais un atelier, par exemple, ou un workshop, j'ai 20-30 personnes et que ces 20-30 personnes, j'ai 25% qui se transforment en clients. Oui, ça serait chouette. Par contre, ce qui va être vraiment intéressant, c'est toute l'expérience qu'on va acquérir en le faisant qui va être utile. Et ça, c'est une question d'état d'esprit. Et ce qui nous amène à la procrastination, c'est de vouloir un résultat à tout ce que l'on fait, d'être efficace. Malheureusement, c'est ce qui fait aussi qu'en séance, pour les gens qui commencent à accompagner des gens, ils ont peur et ils n'osent pas y aller ou ils ne se sentent pas légitimes parce qu'ils disent « je ne suis pas sûr que je vais pouvoir aider cette personne ». Donc cette certitude de résultat, si on l'enlève de l'équation, probablement qu'on aura plus de facilité à se mettre en mouvement et à passer à l'action. Tu vois l'idée? Oui, tout à fait, non, ça me parle, ça me parle énormément. Ça vous parle aux autres? Ouais, complètement. Une sorte Ouais. d'auto-sabotage, quoi. Exactement, c'est un… Alors oui, on appelle ça un auto-saboteur, mais je pense que la notion de résultat, c'est-à-dire la recherche d'un résultat et d'une efficacité, c'est quelque chose que c'est important de le mettre entre parenthèses par moment, vraiment. Que le résultat, il soit plus lointain. J'ai reçu un mail hier de quelqu'un qui… je l'ai reçu hier, donc j'en parle. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble, qu'elle est sur le programme du révélateur, qu'on travaille ensemble. Et là, par exemple, j'ai des abonnements annuels, elle ne me renouvelle pas l'abonnement. Et je dis, OK, pas de souci. Et elle me renvoie un mail, mais 3-4 semaines après de m'avoir répondu ça, et elle me dit, je voulais juste te faire un feedback, c'est qu'aujourd'hui, toutes les graines qu'elle a mis pendant 1 an et demi font qu'elle a un cabinet. Là, elle a 80 séances ce mois-ci. Et ça a fait que monter de manière exponentielle depuis cet été. Et c'est toutes ces petites graines qui ont été posées à un moment donné sans attente de résultats immédiats qui ont fait qu'au bout du compte, l'activité, elle a décollé à un moment donné. Donc c'était chouette parce qu'elle m'a dit, là actuellement, je veux déjà profiter de cette situation avant de continuer à travailler. Probablement qu'il y aura d'autres projets qui viendront et là, à ce moment-là, elle reviendra. Mais c'est l'idée de poser des graines sans attendre de résultats, faire les choses, agir, passer à l'action de manière OK, quand bien même il n'y a pas le résultat escompté, attendu ou qu'on espérerait. Et cette autodiscipline, elle devient plus facile si on voit un développement d'activité comme des petites graines que l'on pose en permanence. OK, je vais contacter telle personne, quand bien même elle m'envoie chier, ou quand bien même elle ne me répond pas, ou quand bien même ça ne me rapporte pas de séance. C'est pas grave, j'ai effectué une action, et peut-être que dans cette action, ça portera ses fruits dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Peu importe. Et cette autodiscipline et cette non-procrastination devient moins pesante si on a cette perspective-là en tête. La perspective que peu importe le temps que ça prendra, cette action-là, j'ai envie de la faire, quand bien même elle ne me rapporte rien, mais au moins elle va m'apprendre certaines choses et elle va planter une graine quelque part. Est-ce que d'après vous, il y a plus de chances qu'en plantant une graine, vous êtes sûr que ça pousse, ou si vous en plantez 150 et dans le lot, il y en a peut-être une dizaine qui vont pousser? Et bien souvent, l'autodiscipline et la procrastination fait que on pense qu'on doit planter une graine et que celle-ci, elle pousse obligatoirement. Ça vous parle? Ça résonne? Je vois Julien qui fait oui. Anne, ça résonne ça aussi, je pense? Comme je t'ai entendu me faire participer.
Donc voilà, sur ce sujet de l'autodiscipline. Alors, ouais, ok Fabienne, ok Valérie, super, merci. Donc ce sujet de l'autodiscipline, ce sujet de la procrastination, il est grandement lié aux attentes. Et parfois, il peut être également lié sur un deuxième point que j'aime aborder, c'est l'organisation. L'organisation, c'est quoi? C'est on n'arrive pas à fixer des priorités, ou alors on a l'impression d'avoir beaucoup trop de choses à faire. Vous voyez? Genre, j'ai prévu de faire 1 milliard de choses, la montagne, elle me paraît énorme, et je ne me sens pas là tout de suite de la gravir. Et c'est pour ça que moi, j'ai pour politique de m'arrêter à des petits objectifs, et tant que ce petit objectif n'est pas atteint, je ne me concentre pas sur le suivant. Et c'est une vraie discipline. Pour le coup, c'est peut-être la seule discipline mentale à avoir à un moment donné, c'est de savoir dire, OK, je fais ça, et ensuite je vois la suite. Et trop souvent, on se dit, il faut que je fasse ça, 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 il faut que je fasse ça. OK, on sait qu'il faut faire tout ça. Mais par quoi je commence? Et je le tire jusqu'au bout, comme si on mettait des jolies œillères. Tu vois, tu mets des œillères et tu avances sur ton objectif primaire qui fait que, quand bien même tu travailles 20 minutes tous les jours sur ta communication, admettons, mais que tu le fais pendant 6 mois, une demi-heure tous les jours pendant 6 mois, je te laisse calculer le temps de travail que ça représente. C'est énorme, au final. Donc, c'est ce découpage-là que je vous recommande vraiment pour éviter la procrastination et les problématiques d'autodiscipline. C'est de se tenir à des objectifs petits, simples, mesurables, qui intérieurement ne vous font pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça doit se coupler toujours à cette perspective, c'est-à-dire à cette perspective que c'est une graine et que le résultat n'est pas obligatoire tout de suite. Alors, OK, il y en a certains qui vont me dire, ouais, mais moi, je suis en urgence, là, j'ai besoin d'argent ou j'ai besoin de travailler tout de suite. Si vous en êtes à ce stade-là, et oui, là, on est sur une urgence. Ce qui veut dire que j'ai envie de vous dire, je sais pas, moi, si j'ai la corde au cou ou si j'ai pardonnez-moi l'expression, un pistolet sur la tempe, j'ai plus besoin la procrastination, là, je sais pas vous, mais elle marche plus trop, quoi. Ou alors on attend vraiment, vraiment, comme le lapin, vous savez, avec les phares de la voiture, là, qui ne bouge plus, qui attend de se faire écraser. Donc, à ce stade, moi, j'ai vu beaucoup de mouvements s'opérer dans des situations d'urgence. Malheureusement, mais aussi heureusement, à un moment donné, on n'a plus le choix. Et quand on n'a plus le choix, on se met en mouvement. Donc, évitez d'attendre ça pour pouvoir vous mettre en mouvement. Le petit tip que je donne sur le sujet très souvent, c'est par exemple pour ceux qui ont du chômage ou qui ont un matelas financier ou qui n'ont pas d'urgence, c'est faites comme si vous n'aviez pas ça. Qu'est-ce que vous feriez demain si là, vous n'avez plus d'indemnité de chômage? Qu'est-ce que vous feriez là maintenant si il vous restait 2 semaines d'espérance financière? Qu'est-ce que vous feriez? Probablement que l'autodiscipline et la procrastination ne seraient pas très présents à ce moment-là. Mais c'est un vrai état d'esprit. C'est pour ça que je vous dis, l'état d'esprit de ne pas attendre de résultats immédiats, mais de toujours être dans une action, dans une graine, de faire plutôt des petites choses que d'avoir l'impression d'avoir une montagne devant soi, et surtout de se dire que non, je n'ai pas de matelas, non, je ne suis pas dans une situation de confort, donc je dois passer à l'action, sont 3 éléments qui vont vous permettre de vous autodiscipliner et d'éviter de tomber dans la procrastination. Alors bien sûr, il y a plein de cas particuliers, alors ce serait compliqué de tout évoquer, mais c'est déjà des éléments que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui pour déjà vous permettre de mettre un mouvement, de mettre des ingrédients. D'accord? Et l'exemple du mail que j'ai reçu hier, pour moi, il est vraiment flagrant. C'est quelqu'un qui n'a pas eu de résultat pendant 6 mois, 7 mois, et on bossait, et on bossait, et on bossait, et elle faisait les choses graine après graine, et d'un coup, c'est parti, parce que les graines, elles ont germé. Beaucoup de graines ont germé en même temps à un moment donné. C'est pour ça que je dis souvent, développer une activité, développer une entreprise, ça demande d'avoir un petit peu les reins solides et de faire preuve de patience pour que ça soit pérenne. Et là, à ce moment-là, ça sera pérenne parce qu'une fois que les graines elles ont germé et que les arbres ils commencent à pousser, je peux vous dire que des fruits, vous en aurez tout le temps. Mais si vous cherchez l'objet brillant ou le truc qui va vous faire avoir plein de séances maintenant, tout de suite, tout ça, ok, ça fonctionnera probablement. Mais la pérennisation de votre activité, elle ne sera peut-être pas enclenchée. Parce que si on a une source artificielle qui vous permet d'avoir des revenus et qu'on la coupe d'un coup, finalement,
Ce n'est pas des arbres qui vous donnent des fruits, c'est une source artificielle qui vous donne du revenu. Donc ça, c'est toujours la politique moi, que j'ai dans le développement d'activités et qui est vraiment à contre-courant de beaucoup ce qu'on peut lire dans les publicités ou de ce qu'on peut entendre. Oui, c'est long et difficile, ça ne fait pas plaisir à entendre, mais avec de la patience et de la persévérance, on peut arriver à récolter beaucoup de fruits derrière. Ça va là-dessus? Cool. Les autres? Top. Oui. Est-ce que vous avez des questions ou des partages de situations à me faire, même dans le chat, hein, vous pouvez écrire, hein, je le lis et puis je réponds en live avant d'aborder deux sujets qui m'ont été demandés sur le groupe. Et si c'est good et pour continuer sur un autre sujet, vous me le dites. Ouais, bon recadrage. Oui, j'aime bien. J'aime bien faire des recadrages. Parce que j'entends trop de choses, en fait. J'entends trop de choses faciles, j'entends trop de méthodes ci, de méthodes ça. Et puis, je vois trop, au bout de 3 ans, de praticiens qui sont obligés de reprendre un job dès que le chômage s'arrête, en fait. J'en vois trop. Et j'aime pas. J'aime pas parce que c'est lié à une désinformation ou à un manque d'information. Ou quelque chose qui n'est juste pas dit, en fait. Voilà. On est entrepreneur. Comment on fait lorsque la procrastination est liée avec la peur de prendre une mauvaise décision? La peur de prendre la mauvaise décision, c'est mauvaise décision dit bonne décision. Donc, c'est la recherche de la bonne décision qui pose problème. Ce n'est pas la mauvaise décision qui pose souci. C'est la peur de ne pas avoir la bonne. Tu vois? Et cette bonne décision, c'est lié à l'attente du résultat, de l'efficacité. Si toutes les choses que tu fais, tu te dis c'est une expérience, c'est une graine que je plante, et peut-être qu'elle ne poussera pas, et peut-être que ça ne sera pas efficace, peut-être que c'était pas la bonne chose, sache que n'importe quelle décision n'est jamais, jamais, jamais définitive. Il y a des situations dans la vie qui font que certaines décisions sont définitives. Tu vas avoir un enfant, comme ça, tu vois, je veux dire, il est là, tu ne peux pas dire « Ah ben non, finalement, j'en veux pas ». C'est des trucs, c'est un peu définitif, tu vois. Mais par contre, dans l'entrepreneuriat ou ce genre de choses, rien n'est vraiment définitif. D'accord? On paiera peut-être les pots cassés à certains moments, mais ça fait partie du jeu. Je veux dire, tu connais quelqu'un qui a une vie sans aucun problème, qui n'a que des bonnes décisions, qui n'a que. Tu vois, ça arrive un peu à tout le monde, des fois, de se gourer. Et parfois, c'est le fait de se gourer qui fait qu'on peut prendre après une bonne décision, parce qu'on sait que celle-là, c'est peut-être pas forcément la bonne. Mais on passe notre vie à se mentir et à se tromper, au fond. On se dit, ah ben oui, aujourd'hui, moi, je veux faire ça, parce que ça, c'est bien, et c'est ça, on se confirme, on se valide, 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 pour que mentalement, on acte la bonne décision. Sauf qu'au fond, on n'en sait rien si c'est une bonne décision. Peut-être que dans 5 ans, ça va te conduire à quelque chose de pas cool, ou on n'en sait rien, en fait. Donc, c'est pour ça que exclure la notion de résultat, de bonne décision, te permet de plus être dans l'énergie du moment qui t'amène à dire, moi, ça, je le sens, j'ai envie de le faire, je pense que c'est bon. J'ai écouté des conseils, j'ai écouté des lives à droite, j'ai vu des trucs, je me suis formé. Et avec tout ce que je sais aujourd'hui, je pense que je me sens attiré plutôt par là. Peut-être qu'il faut en faire tout simplement l'expérience pour savoir si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise décision. Et alors, des fois, il y en a qui me disent, oui, mais j'ai un budget, soit je le mets là, soit je le mets là. Ouais, je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Non, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça n'existe pas. Prendre le risque de se planter, oui, c'est ça dont il s'agit en fait. À partir du moment où tu prends une décision, tu ouvres la porte à l'échec. C'est obligatoire. Mais peut-être que ce n'est pas l'échec que tu auras envisagé au départ. Tu n'auras peut-être même pas pensé, parce que quand ça va te tomber sur le coin de la tronche, probablement c'est parce que tu n'y avais pas pensé en amont. Donc, il n'y a jamais de bonne décision. Puisque ce qui nous tombe sur le coin de la tronche, c'est généralement les choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, dès qu'on prend une décision, dès qu'on prend un chemin, tu vois, c'est comme si tu es au bord de route, tu as les deux routes pareilles, et sur quoi tu vas fonder ton avis? Peut-être que celle-là, elle est bien, peut-être que celle-là, elle est bien. Là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de soleil et moins de nuages. Là, il y a un peu plus de nuages. Ok, super, tu vas prendre la route où il y a moins de nuages, mais tu n'es pas à l'abri que la météo, elle change. T'en sais rien. Puisque on n'est pas Madame Irma. Par contre, maximiser ses chances sur certains points, oui. Par contre,
la garantie 100% n'existe pas. C'est comme les gens qui viennent me voir pour travailler avec moi, je leur dis, il y a une chose que je ne peux pas vous garantir, c'est que vous vivrez très confortablement de votre activité. Ils me regardent, ils me disent, ah bon, mais pourquoi? C'est complètement débile. Tu travailles à aider les gens à développer leur activité. Oui, mais je ne peux pas garantir que vous y arriverez. Par contre, ce que je peux garantir, c'est qu'on va baliser la route, c'est que vous allez apprendre des choses, c'est que vous allez prendre des décisions, c'est que vous allez vous mettre en mouvement, c'est que vous allez passer à l'action, et la personne que vous serez après ne sera plus la même que celle que vous êtes aujourd'hui et aura mis des actions en place, aura eu du mouvement, aura fait des expériences. Et normalement, ça doit mener au développement d'une activité pérenne. Mais je ne peux pas le garantir. Je ne suis pas à l'abri que dans le chemin, il n'y ait pas, je sais pas moi, un divorce, qu'il n'y ait pas. J'en sais rien, moi, ça. Je ne sais rien du tout. Donc, la garantie ne peut pas être donnée. Par contre, la dynamique et le mouvement, oui. Et c'est pareil dans une décision. Je ne sais pas si la décision doit se fonder sur un rationnel ou de l'émotionnel. Les deux, mon capitaine. À la base, comment marche l'être humain? Ce qu'on apprend souvent je ne sais plus quel livre, je crois que c'est le Cialdini, là. Le titre sur la... Ah, je l'ai perdu. Bref, ça me reviendra. Où il disait l'action primale, enfin, le premier jet en fait, d'une décision est émotionnel. On a le kick émotionnel. Ça fait... Ensuite, on a un processus de rationalisation pour valider l'émotionnel de départ. Et c'est là souvent qu'on va essayer de tout cocher en vert. C'est un peu le biais de l'être humain quand je sais pas, tu prends un exemple, rien de sexiste là-dedans, mais tu t'achètes une paire de pompes à 250 €. Je sais pas, je vois un peu, ma femme, elle fait comme ça des fois. Elle achète une paire de chaussures. Et après, derrière, elle va me parler pendant 10 minutes, elle me dire, ouais, mais tu comprends, je pourrais la mettre avec ça, puis elle va me servir toute l'année, nanani, nanana. Moi, je fais pareil quand j'achète mes trucs. Bref, c'est un processus de rationalisation d'une décision émotionnelle de base. C'est comme ça que marche l'être humain. Donc, quand on comprend ça, on comprend qu'on a un feeling de départ. Et que ce feeling de départ, on a tendance à l'étouffer parfois avec une bonne ou une mauvaise rationalisation de la situation. Mais pourtant, ce feeling de départ, il n'est pas là pour rien. Mais parfois, en prenant des renseignements, en se disant ah, finalement, je n'avais pas cette information et cette information par rapport au feeling de départ, donc je ne vais pas aller là-dedans. D'accord? Donc, c'est un équilibre finalement entre les deux. Et c'est les deux qui vont nous mettre le mouvement. Tu vois ce que je veux dire, Kelly? Cool. Donc, si tu élimines la notion de bonne ou de mauvaise décision, mais que tu vas vers quelque chose qui te porte, qui t'anime, que tu sens, et qu'en plus tu te renseignes pour pouvoir valider que ça peut être maximiser tes chances d'y arriver, tu auras plus de chances que ce soit une bonne, entre guillemets, décision qu'une mauvaise. Le fait de se reconvertir, par exemple, peut-être que c'est une super bonne décision, peut-être que c'est une super mauvaise décision, mais vous le saurez dans 10 ans. Mais on s'en fout qu'elle soit bonne ou mauvaise, parce qu'au fond, dans le chemin, vous aurez appris plein de trucs. Vous aurez fait plein de trucs. Mais en com, c'est pareil. En développement d'activité, c'est pareil. Moi, j'ai fait des ateliers pendant je ne sais pas combien de temps, parce que j'aimais ça, ça me plaisait. Puis à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, je vais y revenir. Avec le recul, j'aurais pu dire, arrêter les ateliers, c'était une mauvaise décision avec le recul. Mais au moment où je l'ai prise, elle était bonne. Donc au fond, si j'élimine bonne et mauvaise de la décision, il n'y a plus de souci. Je fais juste ce qui est bon pour moi aujourd'hui. OK? Les mauvaises décisions, pour moi, c'est de suivre la peur qui décide. Ça, c'est des mauvaises décisions. Typiquement, j'ai peur de ne pas y arriver. Du coup, je vais prendre une décision d'investir dans tu sais, les coachs business à 5 000 ou 10 000 € là, qui te vendent là, pour remplir ton activité, devenir un entrepreneur successful. Ils jouent sur la peur et l'espoir. Et la décision est donc basée sur la peur et l'espoir illusoire. Ça, on peut dire que ça risque de faire prendre une mauvaise décision, la peur. La peur de ne pas y arriver, du coup, je vais aller vers un objet brillant. Ça, généralement, c'est des filtres à attention. Parce que ce n'est pas fondé sur une véritable élan. Ce n'est pas fondé sur un truc, je le sens, là, j'ai envie de ça, même si je ne sais pas comment je peux y arriver. Tu vois l'idée? Oui.
J'aime bien l'idée d'engagement, en fait, tu sais, qu'on se donne aussi à soi-même, hein. C'est presque comme un contrat, quoi, mais bienveillant, hein, mais vraiment s'engager, quoi. Moi, je réfléchis à ça vachement là, surtout moi, avec tout ce qui se passe en ce moment. Moi, je suis pas vaccinée, donc ça me fait repenser à plein de choses. Et l'idée de s'engager, quoi, vraiment en disant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand tu n'as plus de chômage ou voilà, tu peux être dans la galère, quoi. Mais c'est un peu la même chose, ouais. Ouais, ouais. Ouais, faut y aller, quoi. Bah, faut y aller. C'est un j'y vais, mais j'ai peur. Si tu préfères, c'est pas grave, quoi. Bah oui. Parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra y aller. Et tout ce qui est autodiscipline et procrastination, c'est effectivement parfois ne pas faire preuve de réel engagement. C'est on a le frein à main, quoi. Tu vois. Peut-être parce qu'on ne sait pas pourquoi on le fait, ou peut-être parce que ça manque de vision, ou peut-être que ça manque de motivation ou d'énergie. Il y a plein de paramètres qui peuvent être liés à ça et tous les évoquer aujourd'hui. Je pourrais y passer 4 heures. Mais dans l'idée, l'engagement et la foi basique dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut réaliser est souvent un bon moteur. Et l'autodiscipline, c'est pas tout le temps. L'autodiscipline, c'est aussi de se dire là, je fais une pause, là, je coupe. Moi, pendant des années, je travaillais jour et nuit. Aujourd'hui, c'est devenu impossible. Parce que je me suis engagé avec moi-même à me dire non, le soir, tu ne travailles plus. Ouais, c'est ça. Alors, ça m'a permis de construire plein de choses, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Voilà, les gens me disent souvent, putain, la vache, formation en ligne, machin, truc, tu interviens dans des écoles, tout ça, tout ça. Oui, bah, moi, ça fait 3 ans que je taffe comme un malade mental. Donc, bon. Tu disais, si on ne sait pas comment y arriver, mais qu'on a l'entrain, ça compte plus que si on a peur et on choisit la sécurité. Dans l'idée, c'est ça. Si tu choisis peur et sécurité, tu vas toujours essayer de choisir le chemin qui va te faire le moins mal. À partir du moment où tu sais que les deux chemins risquent de te faire mal à un moment donné, tu vois, moi, typiquement, je sais que mon chemin m'a fait mal sur mon énergie, mon équilibre familial, m'a fait mal sur ces points-là. J'ai choisi ça plutôt que la souffrance l'autre souffrance qui aurait été de ne pas m'investir autant et peut-être avoir une situation plus instable aujourd'hui. Donc, j'ai préféré stabilité, mais souffrance de l'engagement que j'ai dû y mettre, à instabilité. Oui, c'est en PNL, hein, il y a ça, c'est le aller vers, le métaprogramme aller vers et évitement. Hein. On est sur ce type-là. Hein. Les entrepreneurs, il faut qu'ils soient sur du aller vers hein, dans les prises de décision. Si vous êtes dans de l'évitement, ça va être très compliqué. C'est d'accepter la souffrance qui existe dans chaque chose que l'on fait. Tu vois, l'autodiscipline, c'est pareil. Ça me fait chier de devoir démarcher, mais je sais que je dois le faire. C'est d'affronter la souffrance. Mais le résultat, peut-être qu'on m'envoie plein de monde. Est-ce que je suis prêt à supporter cette souffrance-là par rapport aux bénéfices que je vais en tirer? Et souvent, on l'oublie, ça. Ah, je veux faire des formations en ligne, organiser des stages. Okay. Est-ce qu'on est prêt à se taper l'exigence de déjà développer l'expertise, de développer l'autorité, de se faire connaître, de le vendre, avant même d'imaginer sa formation? Il y a plein qui disent non après. Et c'est pour ça aussi de rester dans sa zone où on est OK avec. Et souvent, on veut faire des choses qui ne nous correspondent pas, vraiment, mais qui sont juste là pour nous sécuriser. Combien j'entends qui me disent je veux des revenus passifs? Je pense que tout le monde veut des revenus passifs. Je veux dire, qui crache sur ah ben j'ai 2000 € qui rentrent tous les mois sans rien faire? Qui crache là-dessus? Personne. Mais qui est prêt à faire ce qu'il faut pour y arriver? Pas beaucoup. Et c'est d'accepter ça aussi dans les prises de décision. C'est que notre situation correspond à ce qu'on est prêt à faire et c'est OK. Et c'est OK. Ça, c'est ça l'alignement aussi. Parce que souvent, l'autodiscipline et la procrastination vient de on aimerait bien. Ça, c'est comme on aimerait bien être chanteur de rock reconnu avec des dizaines de milliers de personnes qui viennent au concert, mais on n'est pas prêt à se taper les gammes de guitare pendant des années, à jouer dans des MJC pourris, à se trimballer tous les trucs. Non, on n'est pas prêt à ça. Et c'est là aussi de dire stop, parce que parfois, cette procrastination peut émerger d'un objectif qui est un objet brillant, illusoire, qui ne nous correspond pas, et parce qu'on n'est pas prêt à traverser cette souffrance-là. Et c'est OK.
Sinon, on serait tous des rockstars. Sinon, on serait tous des machins. Mais non. On a tous une place. Tu vois l'idée, Kelly, Anne? Et c'est très déculpabilisant à la fin, tu vois. Parce que tu dis, OK, moi c'est ça qui m'intéresse. Par contre, je vais œuvrer à ça. Et là, il y a une nouvelle énergie qui s'installe. Tu vois? Good. Ouais. D'autres questions sur le sujet ou d'autres remarques, d'ailleurs, on partage? Ouais, moi j'aimerais bien partager un truc avec vous. Allez. Tu sais, cette notion parfois qu'on peut avoir qu'on est immortel, tu sais, puis se dire, oh, bah tiens, oh, allez, je vais attendre encore un peu. Enfin voilà, je raccourcis un peu le dialogue interne qu'on peut avoir chacun avec soi-même. Et je vous fais partager juste une expérience, c'est que il y a 3 mois, moi, j'ai vécu un truc très grave. Et ce truc très grave, ça a été mais vraiment une sorte de tsunami où tout d'un coup, j'ai vraiment eu la conscience que demain, tout peut s'arrêter. Et j'ai vraiment réalisé à quel point c'était super important d'aller au bout de ses envies, d'aller au bout de ses rêves, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer quand on passe la porte. Et ça m'a mis une sorte de boost où je me suis dit, c'est pas grave si je me casse la gueule, mais au moins, j'aurais fait quoi. Et si ça doit s'arrêter demain, je serais fière de moi, même s'il y a des moments où je me serais cassé la gueule. Et je pense que c'est dommage parce que parfois on croit à cette fausse immortalité et de se dire, ben, la vie, c'est pas grave, quoi. La vie, il faut y aller, la vie, il faut se planter, il faut tomber, puis il faut remonter. Et cette conscience-là, je trouve que on devrait vraiment l'avoir, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment l'avoir, On l'intégrer. l'oublie vite, on l'oublie vite. Ouais. Et ça, c'est dommage parce que c'est un super booster, quoi. Tu te lèves tous les matins en te disant aujourd'hui, c'est le dernier jour, est-ce que je suis OK avec moi-même et à quoi je consacre ma journée? Ouais. En tout cas, à chaque fois que je me couche le soir, je me dis, est-ce que c'est OK ce que tu as fait aujourd'hui, quoi. Ouais. Et c'est pas les ah ben si c'est mon dernier jour demain ben je vais Non, 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 pas ça. non, Non, ça ça sert à rien. non. Par contre, c'est de se dire OK, je suis dans mon quotidien, est-ce que ce à quoi je consacre ma journée, l'énergie que je donne c'est OK quoi. Ouais, ouais. Et est-ce que bah, peut-être qu'aujourd'hui bah, je suis OK de rien faire aussi. Mm. Et ça manque souvent. Cette Ouais. espèce de contrainte qu'on se met. Mais après, c'est un exercice plutôt difficile. Hein. C'est qu'on y Mm. est confronté. Du coup, ça nous anime, ça nous porte, et puis on l'oublie. Puis on retombe après une nouvelle fois dans Et voilà. dans les routines, hein, ce rapport Ouais. à la fin de quelque chose qui Mm. compte et qui disparaît d'un coup. Mais dans cette autodiscipline et dans toutes ces histoires de procrastination, je pense que ce qui est important, c'est vraiment surtout de se sentir aligné, faire de son mieux, toujours y croire. C'est un mot un peu basique, tu vois, un peu simple, mais qu'on Ouais. oublie. Ouais. Mais qu'un pas, même s'il est tout petit, eh ben, c'est déjà génial, quoi. Quand Ouais. le soir, on peut se dire, OK, j'ai fait ce petit pas, mais c'est chouette, quoi. Après, c'est pas de persévérer dans ce qui marche pas. Bien sûr. Einstein disait, il n'y a rien de plus débile que de croire à un résultat différent en faisant la même chose. Mm. Tu fais une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas. OK, il faut se remettre en question, quoi, à un moment donné. Poser des questions. OK. Ouais, ouais. Et puis, c'était comment, tu sais, celui qui a inventé la poule électrique, qui l'a essayé 1000 fois, il a dit, mais pourquoi vous êtes pas arrêté avant, quoi? Bah, il a dit, j'ai pas réussi, mais en tout cas, j'ai trouvé 1000 solutions pour ne pas que ça marche. Et c'est Oui. déjà. Lui était tout seul. Aujourd'hui, il y a des possibilités. Il y a des Ouais. espaces d'échange, il y a des prises d'informations, il y a des formations qui existent. Il y a des choses qui existent pour maximiser les chances et l'efficacité, ça c'est certain. Mm. Mais c'est l'objet brillant. Vous savez ce que c'est l'objet brillant? Je n'ai pas besoin de préciser quand même. Ben, Ah, c'est ton but, c'est ce vers quoi tu veux tendre, non? non, l'objet brillant, c'est oh là là, je suis dans la merde. Oh, Ah, ce truc-là, là, c'est tout de suite, c'est rapide, ça a l'air efficace et ça va risque de marcher tout de suite. Objet brillant. Et en fait, on va passer notre vie à chercher ça. ok. Donc les méthodes miracles, pour prendre par exemple ce qui tourne dans nos activités d'accompagnant, les annuaires de thérapeutes qui te proposent de payer 20 balles par mois pour être présent et te ramener plein de clients, ça ne t'en rapportera aucun. Tu vois, c'est que des trucs comme ça, des objets brillants. On se dit, tiens, ça peut-être que ça va me permettre d'éviter toute la souffrance que j'ai à me taper de planter des graines de partout. Tu vois ça? C'est ça l'objet brillant. Ok. Après, ça, vous pourriez me dire, c'est ma vérité. Bah, c'est mon expérience. Mm. Mon cabinet que j'ai monté comme ça, c'est mon expérience des gens que j'accompagne.
et qui m'a été encore malheureusement confirmation de croyance hier encore avec ce mail. Quelqu'un qui a passé un an et demi à planter des graines et des graines et des graines et des graines, et aujourd'hui qui va probablement moins se poser de questions sur comment on va récupérer des séances, voire plus du tout. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais à un moment donné, ça fonctionne. Parfois, il y a trop de peur, parfois, il y a trop d'objections, parfois, il y a parfois, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas fait pour vous. C'est de reconnaître ça aussi à un moment donné. Se dire, ouais, entrepreneur, c'est quand même l'insécurité, c'est trouver soi-même ses propres clients, c'est quand même développer son expertise, c'est beaucoup de solitude. C'est pour ça que le révélateur, c'est un groupe de travail, c'est pour ne pas être seul. Pas de questions, on est là, il y a les supports, il y a le groupe, il y a les lives. C'est parce que c'est difficile d'être seul entrepreneur, c'est vachement difficile. J'ai créé un truc que j'aurais aimé avoir, typiquement. Ouais. Et que j'ai pas eu. Mais il y en a certains, c'est juste pas pour eux et c'est OK. Combien j'entends qui me disent wow, je pensais pas qu'entrepreneur c'était aussi difficile, que ça demandait autant d'autodiscipline, que ça, je procrastine, c'est difficile, ça je sais pas, ça je sais pas, et l'argent, et les statuts. Tu vois, je suis en train de préparer un module sur les statuts juridiques et sur la comptabilité. Il y en a plein, ils sont largués en fait, complètement largués, alors que c'est la base de l'entrepreneuriat. Et des fois, c'est aussi reconnaître que c'est pas fait pour soi. Et c'est pas grave. Après, on va dire c'était une mauvaise décision. Non, c'était pas une mauvaise décision. C'est un élan qui est parti, on s'est formé, puis on s'est rendu compte que. Et c'est pas pour ça qu'on n'a rien appris et qu'on n'a pas évolué. Ouais. C'est OK là-dessus? Les autres dans le chat, c'est OK? J'ai quelques oui qui arrivent, yes. OK, super. J'avais deux questions. Enfin, il y en a une. Une fois qu'on a quelques prescripteurs qui nous envoient du monde, comment continuer à créer du lien? J'ai pour la plupart envoyé un email de remerciement, mais je bloque pour la suite. Quoi faire ou proposer pour ne pas tomber dans les oubliettes? Les prescripteurs, c'est, comme je dis toujours, c'est une relation. C'est une relation qui s'installe entre deux personnes. Une relation professionnelle, parfois amicale. Il y a un lien qui se crée. Et ce lien, il est plutôt naturel normalement, s'il se fait bien. On ne force pas une relation d'un prescripteur. Il se passe quelque chose, on est sur la même longueur d'onde, on parle à peu près la même langue, on se comprend, on sent qu'on est complémentaires. D'accord? Entretenir un lien avec un prescripteur, c'est plus comme on entretient une relation amicale. Sauf que c'est sur un plan professionnel, tout simplement. On envoie du monde, on remercie de temps en temps on remercie de temps en temps de nous avoir envoyé du monde, on donne des nouvelles des clients qui ont été envoyés, on propose d'aller boire un coup, de manger au resto, un de ces quatre. Des choses simples, en fait, la vie. Et c'est ça, entretenir une relation avec un prescripteur. Un prescripteur, ça devient quelqu'un, ça devient un collaborateur, en fait, à terme. Donc, si vous êtes à l'aise à créer du lien avec des gens, vous serez à l'aise à entretenir une relation avec des prescripteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était pour répondre succinctement. J'en avais déjà parlé dans un autre live, j'avais mis en lien. Et il y avait aussi un questionnement sur la préparation d'ateliers, Attendez, je vais la reprendre. Comment promouvoir un événement? Voilà, c'est comment prévoir un événement type conférence, atelier ou ce genre de choses. Il y a des gens qui sont concernés par ça actuellement? Vous avez vu les lives des âges sur le sujet, bien sûr. Bizarrement, là, je n'ai pas de réponse. J'avais fait quelques lives sur le sujet. Dans la promotion d'un événement, on est sur des moyens plutôt classiques. OK. Promouvoir un événement, c'est déjà se poser une seule et unique question quand vous décidez de créer un événement, c'est comment les gens vont me trouver. Donc, avant même de penser à créer l'événement, c'est de se dire, OK, comment les gens vont me trouver? Alors, ça peut être réseau, ça peut être le réseau professionnel déjà, faire diffuser l'information, mailing list pour ceux qui en ont, affichage dans les endroits spécifiques qui pourraient correspondre à la clientèle cible. C'est toujours se dire, la personne que j'ai envie d'avoir pendant mon événement, elle est où? Elle fait quoi?
Est-ce qu'elle se balade sur Facebook? Est-ce qu'elle se balade sur Instagram? Est-ce qu'elle va dans telle boutique? Est-ce qu'elle va voir tel type de personne? Etc., etc., etc. C'est toujours une anticipation. D'accord? C'est toujours tourner le problème à l'envers. Quoi que vous vouliez faire, c'est où est la personne que je veux avoir dans mon cabinet, dans mon stage, dans ma conférence, dans mon live sur Internet, peu importe. Et qu'est-ce qu'elle fait pour tomber sur votre événement? C'est comme vous. Vous êtes là, vous êtes chez vous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a peut-être un événement qui va vous passer sous le nez, vous allez vous dire « Ah ouais, super !» C'est la même chose. On oublie souvent qu'on est notre public cible. Et vous aussi, vous participez à des événements. Oui, vous aussi, vous allez à des conférences. Vous aussi, vous allez à des ateliers. Qu'est-ce qui fait que vous avez l'info? Qu'est-ce qui fait que vous suivez quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que vous lisez les articles de blog? Qu'est-ce qui fait que vous suivez les publications de cette personne? Vous voyez l'idée? Qu'est-ce qui te tente très bien, Valérie? Donc, c'est vraiment cette idée-là, derrière la promotion de tout ce que vous voulez faire. C'est vous mettre dans les baskets de la personne qui est susceptible de venir participer à votre événement. OK? C'est très conférence aujourd'hui. Tu vois, je n'ai pas les caméras d'allumées, j'en parle pas trop. On parle que dans le chat. Les animations de découverte de l'hypnose, ça te tend très bien, Valérie. Ouais. C'est des très, très bons, excellents moyens pour moi de développer une clientèle, de se rôder, d'être au contact des gens, de prendre de l'information, de parler de ce qui nous plaît. Il faut aimer transmettre, il faut aimer parler en public également. Moi, au début, je n'aimais pas parler en public, j'avais peur, tout ça, machin. Je vais dire de la merde. Au final, il faut retenir une chose, c'est que les gens qui viennent vous voir n'y connaissent rien. Mais que dalle, vraiment. Ils n'y connaissent rien. Ah, une caméra qui s'allume, super, merci Marie. Et vu que les gens n'y connaissent que dalle, vous pouvez leur dire n'importe quoi, quand bien même ce n'est pas tout à fait exact. Il ne se passera pas grand-chose en fait, c'est pas grave. Vous leur ferez probablement pas de mal parce que vous êtes des gens intègres et qui faites attention à ce que vous dites. Mais si vous retenez que les gens n'y connaissent rien, c'est bien. Par contre, si vous êtes trop technique dans votre communication, trop jargonné, comme je le dis souvent en com, vous allez passer à côté. Comment parlent les gens de leurs problèmes? J'ai eu en accompagnement, j'ai quelqu'un qui est spécialisé en périnatalité. Donc, on travaille sur le développement de sa clientèle autour de la périnatalité. Bref. Et elle a organisé des ateliers. Elle s'est dit, elle a pas mal de visibilité, un cabinet plutôt rempli, ça tourne plutôt bien. Donc, elle voulait organiser des événements, etc., etc. Elle a travaillé sur les événements. Sauf qu'elle a utilisé un mot jargonné en disant des ateliers sur les accouchements traumatiques. Personne. Elle s'est dit, merde, j'ai une visibilité de dingue, j'ai plein de demandes, etc., etc. Vraiment, elle a la liste d'attente et tout. Et elle voulait proposer ces ateliers aux personnes qui n'avaient pas de créneau de séance. Et là, personne. Merde, alors, comment ça se fait? Et après vous, comment ça se fait? Vous pouvez parler dans le chat ou en live, Julien? Oui, c'est le traumatique. C'est quoi? Accouchement traumatique? C'est ça le mot. Ouais. Je pense que le traumatique, faut le définir parce que nous, ça nous paraît assez évident ce que ça englobe en tout cas, même si on n'a pas tous une définition extrêmement pertinente. Pour le public lambda, traumatique, ça va être déjà, ouais, d'accord, langage de psychiatre, là, on va avoir du mal. Exactement. Alors oui, comme le dit Kelly, c'est négatif comme terme, pourquoi pas, mais c'est technique. C'est comme ça qu'entre professionnels, ils vont parler du truc. Alors, je ne sais plus si c'était traumatique exactement, mais c'était traumatique, c'était un truc dans le genre. Donc, c'était pas, c'était technique, c'était lourd, c'était pas fun, tu vois. Tu sentais pas le wouhou pendant 1h30, on va s'éclater. Ouais! Non. Donc, déjà, tu n'as pas trop envie d'y aller. Et c'est jargonné. Et donc, c'est pas adapté à un être humain, j'allais dire normal. L'être humain normal, c'est pas le thérapeute, quoi, qui se prend la tête tous les 4 matins en disant là, le terme que tu viens de dire est probablement une croyance limitante. Est-ce que tu l'as déjà envisagé de pouvoir le tourner dans un autre sens? Non, les gens normaux ne parlent pas comme ça. Voilà. Entre nous, on fait ça, on s'amuse, on s'éclate et ça nous plaît parce qu'on adore l'être humain, c'est pour ça qu'on fait ce métier. On adore comment ça marche là-haut, probablement pour tous ceux qui m'écoutent. Mais la réalité, c'est que les vrais gens, ils ne sont pas comme ça.
Les vrais gens, ils vont dire, oh là, en ce moment, machin, il me saoule. OK, voilà comment ils vont parler. Et donc, si vous n'adaptez pas votre communication et votre discours de vos ateliers, tout ce genre de choses-là, à ce que la personne, elle peut se dire, ah ouais, ça, c'est ce que je vis, eh bien, ça va être très compliqué. Voire impossible, et ça ne marchera pas. Et là, typiquement, on a retravaillé sur cercle de femmes pour une grossesse et un accouchement épanouissant. Plus sexy, plus sympa, et pourtant, on va parler des accouchements traumatiques. Parce que ça va forcément ressortir à un moment donné. Parce que c'est le sujet, c'est ce qui fout la pétoche. Mais ce n'est pas ce que les gens vont dire ou qui va les attirer. Ou magique, oui, Marcella, on peut dire accouchement magique. Après, c'est une question de style. Je pense que tu as compris que mon style n'était pas sur magique. Mais ça, c'est chacun son truc. Je pense qu'il y en a pour tout. Et il y en a qui seront attirés par magique, et il y en a qui seront attirés par épanouissant, etc., etc. Ce qui va aussi raconter que dans votre communication, ça doit correspondre à votre style. Okay, c'est comme tout ce qui est spirituel ou ce genre de choses. Pour ceux qui travaillent en spiritualité, moi j'ai des clients, on travaille beaucoup en spiritualité, où le ton, les termes et ce genre de choses vont devoir correspondre à un public qui attend ça ou qui parle comme ça. Ouais. Ce qui est amour inconditionnel, tous ces trucs-là, bah, typiquement, si votre public cible il recherche ça, et ben c'est comme ça qu'il va falloir lui parler en utilisant ses propres mots. Bah, exactement, Fabienne. Sortir des thèmes classiques, confiance en soi, etc. Confiance en soi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Nous, ça nous parle. Alors, on va dire, alors, attends, c'est de la confiance, c'est de l'estime ou c'est de l'amour de soi? Bon, déjà, tu peux partir là-dessus, tu n'as pas fini. Donc, du coup, c'est plus quelle est la situation que vit la personne et qui fait qu'elle pourrait être intéressée par l'atelier. Kevin dit estime. Oui, bah, JP, il dit que estime, amour et confiance sont trois choses différentes. Mais bon, estime, c'est une estimation de 0 à 10. Amour de soi, c'est le respect de ses propres valeurs. Confiance, nos capacités. On pourrait dire que l'estime chapeaute le tout, mais ça dépend. Mais c'est perso. Tu vois, pareil. Tu vois. Mais parce que je suis jargonné, parce que je suis dans le métier. Mais la personne lambda, qu'est-ce qu'elle va se dire? Tu vas dire estime de soi en atelier, tu vas dire confiance en soi. Qu'est-ce que va mettre la personne dedans? Si c'est trop brouette, si c'est trop large, peut-être qu'elle ne va pas se sentir attirée. Et d'ailleurs, pourquoi elle viendrait? Atelier confiance en soi. Super, génial. Ça veut dire quoi? Il va se passer quoi? Pourquoi j'irai? Ah, je t'ai convaincu. Et je propose de brouette. Eh oui. Et le pas être suffisant. Oui, Valérie, très, très bonne remarque. Justement, je redoute le fait de ne pas être suffisamment technique. Pour qui? Par rapport au regard de tes confrères et de tes pairs ou de tes formateurs? Tu seras largement plus technique auprès du grand public que par rapport aux personnes que tu as en face de toi, justement. Donc, c'est là où, dans le vocabulaire, dans l'approche, dans la présentation d'un atelier, dans sa communication, c'est très important de coller au public cible et de comment il parle de son problème. Derrière la confiance, il y a 1 milliard de trucs. J'ai fait mon pire atelier, ça a été mon atelier que j'avais fait. Je faisais atelier auto-hypnose, donc initiation à l'auto-hypnose, pour travailler sur des thèmes. Et donc, j'avais pris un thème à l'époque, il y a 5 ans, confiance en soi. C'était une merde totale, cet atelier, parce que c'était le bordel. Comme d'habitude, je suis là, alors pour vous, la confiance en soi, ça veut dire quoi? Et il y avait 15 personnes, et les 15, ils m'ont dit, mais des situations qui sont parties dans tous les sens. Donc, du coup, je me suis dit, oups, là, c'est mort. Parce que c'était trop compliqué. Trop compliqué d'aborder un sujet aussi global ou en aussi peu de temps avec autant de personnes. Pas possible. Ou alors, ça devait être une conférence. Mais ce n'était pas une conférence, c'était un atelier où je leur faisais faire de l'auto-hypnose, etc., etc. Tu vois. Et oui, tu as bien fait de citer cet exemple parce que c'est les premiers trucs auxquels on pense. Confiance en soi, gestion du stress. Tu vois. Donc, soyez vraiment précis, plus précis sur les situations qui sont vécues et probablement que vous attirerez plus de monde. Et pas de jargon. Pas de jargon, pas de jargon, pas de jargon, pas de jargon. La vraie vie, à l'apéro. Tu commandes ton problème à l'apéro, ce que je dis toujours dans mes formations. Tu es à l'apéro, comment tu te présentes? Parce que c'est ça la vraie vie. Parce qu'on aura l'impression que tu es un humain en face et pas un robot psychologue. Tu vois. Sur la colère pour les enfants, tu ciblerais encore davantage. Colère sur les enfants,
c'est plutôt ciblé déjà. C'est-à-dire, mes enfants me gonflent et ça me met en pétard et j'arrive pas à gérer. C'est plutôt précis comme situation. Tu vois, je veux dire, tu t'identifies. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Oui. Donc, on est vraiment dans votre communication, c'est au-delà de la visibilité de la communication de l'atelier, c'est la manière dont vous allez mettre le thème. Et trop souvent, on prend un thème comme ça qui nous semble bien parce qu'on est dans notre délire, mais on oublie que les gens de l'autre côté du miroir, en fait, ils parlent pas comme ça. C'était flagrant. Dernièrement, j'ai appelé un gars parce que je voulais faire un stage, pour moi, perso, hein. Et il faisait des entretiens avant pour savoir tout ça. Puis je commence à discuter avec lui et au bout de 35 secondes, il me dit, vous êtes thérapeute, non? Je dis, bah, oui, pourquoi? Il me dit, bah, c'est juste votre manière de parler. Parce que j'utilisais, on était sur un stage de développement personnel, donc j'utilisais du vocabulaire et tout de suite, on repère. Parce qu'on utilise du jargon. Et c'est l'effort inverse qu'il faut faire quand vous souhaitez communiquer. C'est de sortir du jargon, ou du moins mettre les éléments de jargon que la personne en face peut comprendre. Pour moi, les thèmes qui ont le mieux marché, tous parce qu'ils venaient pour moi. Non, peur, angoisse, phobie, comment faire le tri, j'avais fait un truc comme ça. Ça avait plutôt bien marché. Tabac, forcément. Poids, forcément. Confiance moyen. Mémoire, bof. Sommeil, pas mal. Et celui qui avait le mieux marché, c'était les rêves. Programmation des rêves. J'avais fait une soirée de programmation des rêves. Les gens, ils adoraient. Ils venaient tout le temps. J'en ai fait un par mois et même à un moment donné, tous les 15 jours pendant 3 ans. Et à chaque fois des thèmes quasi différents. Ou du moins, je les faisais évoluer. Donc, j'en ai fait un paquet. Donc, oui, pour moi, c'est les thèmes qui ont pas mal fonctionné. Mais c'est vraiment, faites gaffe au jargon, quoi. Ça, je vois passer des ateliers tout le temps, là. Et je me dis, mais putain, mais... Pardon. Oh, j'ai dit un gros mot. Mais les gens vous aimeront parce que vous êtes proche d'eux. C'est juste que vous avez, à l'échelle de l'univers, 1 milliseconde d'avance sur la compréhension du problème. C'est ça qu'ils viennent chercher. On ne vous demande pas d'être l'expert total et reconnu. On vous demande juste de filer un coup de main pendant ces ateliers. Coup de main à des gens qui n'ont pas fait tout le travail que vous avez fait. Il faut le rendre accessible. Si vous vous adressez à du grand public, bien sûr. Attention. Si vous vous adressez pas à du grand public et des professionnels, bon, bah là, il faut utiliser un petit peu de jargon. Sinon, ça va, Marcella, pour les thèmes? Si je réfléchis, ouais. J'étais très déçu sur la mémorisation. Tabac en auto-hypnose, poids en auto-hypnose? Ouais. Je te révélerai pas les secrets du contenu. Mais c'est la promesse qu'il y a derrière, en fait. Je ne promets pas l'arrêt du tabac avec une séance d'auto-hypnose. C'est la gestion de l'addiction. Qu'est-ce qui fait qu'une addiction, comment ça fonctionne, blablabla, blablabla, blablabla. Programmation des rêves me donne bien envie, surtout en ce moment. Ouais, c'est ça, mes secrets les plus enfouis, c'était les contenus des ateliers. Mais c'est la promesse. C'est qu'est-ce que vous promettez qui est tenable et qui est crédible. Une soirée pour se libérer définitivement du tabac, 1h30 avec l'auto-hypnose. Pas crédible. Pas crédible. La personne va dire, ah, ok, d'accord. Soyez cohérent et crédible dans ce que vous proposez aussi. Faites des promesses justes, suffisamment engageantes pour que la personne ait envie de venir, mais pas trop fortes pour qu'au contraire, elle se dise, ok, c'est un vendeur de rêve encore. Ou un charlatan, surtout qu'on a ces problématiques-là dans ces métiers-là. Donc, soyez sur des promesses justes, des vraies. Tu vois, par exemple, tabac et auto-hypnose, comprenez les mécanismes de l'addiction et apprenez à mieux les maîtriser. Donc, je m'adresse à un public qui souhaite avoir une meilleure compréhension et qui souhaiterait un peu mieux maîtriser son addiction. C'est lui mon public cible. Est-ce qu'il existe vraiment? Ça, c'est la question. Ça demande un peu de travail de savoir que cette demande-là existe. Pour moi, en l'occurrence, elle existait, c'est rentré. Programmation des rêves, très peu de... Il y a un effet je contrôle ma nuit et il y a un effet magique
et ça fait un peu waouh, tu vois. Donc ça, c'est facile. Facile à remplir. Très facile. Ça attire les curieux. Je veux arrêter de fumer, je m'en fous de comprendre les mécanismes généraux. Oui, mais ça, c'est toi. Moi, c'était un parti pris. Toi, c'est le parti pris que tu prends. Qui est, tu vois, c'est le piège aussi de faire des ateliers, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Moi, je préfère avoir 15 personnes qui souhaitent comprendre les mécanismes et apprendre à les maîtriser. Et eux, probablement que s'ils adhèrent à ça, derrière, il y a plus de chances qu'ils me prennent une séance. Que je fasse un truc plus global, moi, je veux arrêter de fumer, et basta. Ou je risque d'avoir du touriste et de l'attente de baguettes magiques. Donc, c'est un choix. Et je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est un choix. C'est un positionnement. Et c'est ça l'idée. C'est là où il faut assumer dans votre communication. Ça, donc la base de la communication, c'est définir votre public cible, bien sûr. À qui vous voulez vous adresser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe dans la tête des gens, ce que vous proposez aussi, hein, parce que des fois, on est à côté de la plaque. Par exemple, pour parler d'entrepreneuriat, essayez de faire un atelier sur mieux s'organiser pour retrouver un équilibre familial apprenez à mieux vous organiser votre entreprise et votre temps pour sauvegarder votre famille et votre équilibre familial, tu n'auras aucun entrepreneur sur le sujet. Parce que le problème, ils vont dire ouais. Par contre, rentabilité, tout ça, tu fais? Parce que le problème n'est pas reconnu. Le problème, il n'est pas suffisamment fort et reconnu. Quand bien même ça leur arrive, ils sont au 36e dessous, mais il n'est pas suffisamment fort et reconnu pour activer un mouvement. Donc, il faut que les gens aient conscience du problème que vous essayez de solutionner. S'ils n'en ont pas conscience, c'est mort, ils ne viendront pas. Comme dernièrement, j'ai travaillé sur un atelier sur le poids avec une cliente où elle disait je l'ai perdu. Maîtriser vos pulsions pour gérer votre. Non, c'était plus ça. Je ne sais plus. Bref, mauvais exemple. J'ai oublié. Mais elle donnait la solution. Elle donnait une solution aux problématiques de poids qu'elle faisait dans son atelier. Moi, je lis ça, je n'adhère pas à la solution qui est proposée, je ne viens pas. De rien, Fabienne. À plus. Ça fait plaisir de vous revoir aussi. C'est OK sur les ateliers et sur comment les proposer, en faire la promotion? C'est bien, on aura eu 2 thèmes aujourd'hui. Donc, ce sera plus facile à découper pour moi. Une dernière petite chose avant de terminer, une dernière question, une dernière remarque, ou c'est OK pour aujourd'hui? Allez-y, c'est le moment. Je vais faire un compte à rebours. 5. 4. Ah oui, merci Julien. 3, 2, 1. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 15 jours. Rendez-vous sur le groupe aussi pour ceux qui ont d'autres questions. Les replays sur mon site avec le blog ou sur la chaîne YouTube. Salut Cécile. Ça va? Au top. Et je vous dis à très vite, de toute façon. Des bisous. Bye bye. Merci à toi, JP. Merci, bonne journée. Merci. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir.